Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve à nouveau, alors exceptionnellement ce mercredi soir, pour l'histoire de leur début. Et encore une fois, ce soir, eh bien, au lieu d'être simplement dans le tram, dans la rame qui vous emmène vers votre objectif, je vous propose de descendre un petit peu de votre position de conducteur et de pouvoir entrer dans les couloirs de la création, les couloirs de l'entrepreneuriat, et de pouvoir aller voir non pas d'autres objectifs, mais d'autres manières de faire, d'autres capacités, d'autres stratégies. Et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous emmener dans la stratégie, dans le jardin, dans le domaine éventuellement de Nathalie Bouvard. Nathalie Bouvard qui effectivement est slasher, et on reviendra au cours de l'interview d'ailleurs sur cette définition et sur les compétences qu'il faut pour être slasher, parce que tout le monde n'y est pas, et je crois que c'est un terme qu'on verra peut-être de plus en plus dans les années à venir, mais que pour le moment, on n'a pas encore trop l'habitude peut-être. Nathalie qui aussi travaille avec Paul Pironnet pour la création, la mise en place et la configuration de l'application Petit Pas, qui est une application de développement personnel de masse. Voilà, donc vous aurez peut-être l'occasion d'ailleurs au cours de cette interview d'entendre mon chat. Je suis désolée, mais je ne peux pas forcément le mettre carrément avec un collier à la tâche. Donc, je reçois, je disais, Nathalie Bouvard. Nathalie, bonsoir, et très contente de pouvoir te recevoir ce soir. De même, Eliane, je suis ravie de participer à ton programme. Je te remercie beaucoup de ton invitation et bienvenue à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Nathalie, alors c'est vrai que pour le moment, comme le live est un petit peu décalé, puisque logiquement c'est le mardi soir, mais je pense qu'on va avoir des gens qui vont se connecter, mais peu importe, que ce soit en time, en team tout du moins actuel ou en team replay, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, Nathalie? Avec plaisir. Alors, bonsoir, donc je suis Nathalie Bouvard et aujourd'hui je suis chef de projet d'application, entrepreneur, consultante Calliope et designer e-learning. Alors, pour certains, ça fait un petit peu beaucoup, mais si je suis comme ça, enfin, si j'ai tout ça, c'est que mon parcours a été fait comme ça. J'ai été tour à tour consultante en transformation digitale, e-learning manager, donc développeur d'applications par le biais de mon activité avec Paul Pironnet pour l'application Petit Pas, et enfin formatrice dans un organisme de formation d'entreprise. Alors, juste pour finir sur mes activités, je crois qu'on est de plus en plus nombreux à ne plus vouloir une carrière que j'appellerais linéaire, c'est-à-dire rentrer dans une entreprise et travailler dans une entreprise et faire que ça. Et finalement, autour de moi, et quand je parle aussi avec des personnes de l'application, je me rends compte qu'on est de plus en plus à être des slashers, c'est-à-dire d'avoir une carrière multiple et être ce qu'on appelle avoir une carrière en forme de portfolio. Donc, la notion de slasher commence à être généralisée, on l'appelle la génération flux. Et elle est très, cette notion est très développée dans les jeunes, je dirais les trentenaires d'aujourd'hui, qui cumulent plusieurs activités. Okay. Est-ce que tu peux nous dire, effectivement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une définition d'où vient le mot slasher? Qu'est-ce que c'est qu'un slasher? On va Oui, commencer bien sûr. Alors, le mot slasher, ce sont des activités qu'une personne va pouvoir mener en parallèle, ou alors je dirais, différents types d'emplois qu'une personne a eu dans sa carrière, mais dans des domaines différents.
Par exemple, être entrepreneur et développeur d'applications, alors que ce n'était pas du tout mon métier pour commencer. Je travaillais comme consultante en logistique. Et par exemple, de passer justement d'être de consultant en logistique à développeur d'applications, à consultant Calliope, c'est le slasher, c'est cette capacité que la personne a à cette agilité de passer d'une activité à une autre. Donc, c'est la capacité vraiment de développer des compétences multiples qui peuvent être dans un même domaine, mais dans différentes fonctions ou alors dans des domaines différents. Le fil rouge, je dirais, de ma carrière, ça a toujours été le digital d'une façon ou d'une autre, mais le slasher va pouvoir être un peu comme le chef d'entreprise aujourd'hui qui va mettre sa casquette de vendeur, de développeur produit, de directeur financier, de directeur marketing. Finalement, un entrepreneur, c'est aussi un slasher puisqu'il va cumuler tous ses emplois dans son activité. Oui, c'est effectivement la réflexion que j'allais te faire, c'est qu'en fait, à partir du moment où on est chef d'entreprise, comme on est bien d'accord, il faut qu'on ait les casquettes de comptable, commercial, vendeur, service après-vente, enfin tout ce qui s'ensuit, par rapport à un salarié. Effectivement, quelque part, tout chef d'entreprise, tout entrepreneur pourrait être un slasher. Absolument, un entrepreneur est un slasher. Et c'est exactement ça, Eliane. Et toi-même qui anime ce programme ce soir, eh bien, tu as un nouveau slash après ton nom. Non seulement tu fais du coaching, mais également de l'animation en ligne, des programmes en ligne. Donc, c'est développer vraiment un nombre de compétences importante et qui permet de pouvoir s'adapter à différentes activités. Absolument. Ça, c'est très important. Ouais, c'est ce que je dis souvent effectivement aux personnes que j'accompagne en leur disant c'est bon, vous sortez du salariat, mais quand on se met en entrepreneuriat, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite d'ailleurs en entrepreneuriat quand on s'y met, vous n'avez plus en fait le cocon sécurisant de toutes les activités qui entourent votre cœur de génie quand vous êtes salarié, et toutes ces activités autour, mais il faut que vous appreniez en fait à les faire, vous appreniez les capacités pour pouvoir les gérer. Et c'est pas évident, effectivement, du tout. Oui. Effectivement, de passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça demande déjà une préparation. Je suis toujours vraiment, épatée par les gens qui arrivent à passer comme ça du salariat, lancer sa boîte, etc. Alors, souvent, c'est le résultat d'une longue préparation. La première chose, c'est vraiment, oui, d'être préparé à l'entrepreneuriat parce qu'il y a une marche à franchir. Et si l'on n'est pas préparé, ça peut être une grande marche. Donc, voilà, comme tu disais, Eliane, on rentre dans une diversité d'activités auxquelles parfois on n'a pas anticipé. Voilà. Absolument. Moi, je sais que quand je me suis lancée il y a 2 ans, effectivement, pour créer ma boîte, je sortais d'une rupture conventionnelle avec 30 ans de salariat. Et je me suis lancée en disant, youpi, je sais. Non, je sais pas, en fait. Et j'ai appris sur le tas. Donc, effectivement, on se rend compte petit à petit d'une évolution, d'une obligation, en fait, d'acquérir des capacités. Et je comprends que quelque part, quand on a des gens qui ne sont pas ni accompagnés ni préparés à ça, parce qu'il y a des fois, effectivement, on n'a pas forcément le temps de se préparer. Ça peut être des volte-face aussi ou des reconversions très très rapides. Si vous n'êtes pas accompagné, il y a de fortes chances qu'à certains moments, vous puissiez aller rapidement dans le mur, en fait, parce qu'on n'a pas conscience de tout ça. Et justement, qui m'offre une très très belle transition, parce que toi, tu as été salarié au départ. Oui. Ce que tu me disais, oui. Et tu es passée dans l'entrepreneuriat. Tu étais salariée dans quel domaine, Nathalie? Alors, j'étais salariée dans une grande PME internationale dans la banlieue de Lyon. Et j'étais dans la transformation digitale. Je développais des logiciels et des applications métiers, pour le coup, pour faciliter la communication ou certains processus internes, que
ce soit, je ne sais pas moi, la digitalisation des feuilles de congé, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'était vraiment des projets, comment dire, voilà, très ciblés. Ok. Et Et tu es resté dans le digital. 10 ans, Aujourd'hui, ouais. effectivement, tu me disais tout à l'heure que tu y étais resté. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de salarié à entrepreneur? C'est quoi les prises de conscience ou les valeurs c'était quoi le point de bascule pour toi? Alors, ça faisait déjà un petit moment où effectivement j'avais fait le tour de ma fonction. Il faut savoir que quand on travaille dans une entreprise, les plans de carrière, eh bien, ils sont, comment dire, ils sont lents parfois. Donc, si vous avez 100 employés, ben, les plans de carrière sont plutôt limités, peut-être à 10 ou 15 personnes. Pourquoi? Parce que ben, une entreprise, c'est principalement une pyramide. Donc, du coup, soit il y a de la création de nouvelles fonctions, mais si on regarde bien, bah, dans une entreprise, on a une carrière un peu rectiligne, on attend au fil des années que quelqu'un s'en va ou qu'il y ait une création de poste pour pouvoir occuper un nouvel emploi. Donc ça faisait déjà quelques années que je tournais en rond dans ce métier. Une chose, c'est que toujours je me suis toujours formée, je suis toujours restée un petit peu à l'écoute, en veille de ce qui se passait. Donc ça me nourrissait quand même un petit peu dans mon métier, mais il y avait un peu une fatigue de ce que je faisais. Euh, Disons que voilà, j'arrivais un petit peu à la fin d'un voilà, la fin d'un cycle, si je peux l'exprimer comme ça. Alors, qu'est-ce qui a fait le point de bascule? C'est ma rencontre avec Paul Pironnet, lors d'un séminaire, et dans lequel il me dit, on est en train d'échanger sur les applications, et qu'il me parle de son projet d'application. Alors, je lui dis, bah, écoute, ça tombe bien, parce que moi, c'est ce que je fais dans mon métier. Alors, je développe des applications plutôt pour les entreprises. Le grand public, c'était pas vraiment ça. Mais bon, dès qu'il m'a parlé de cette application, étant moi-même engagée dans le développement personnel, d'être engagée dans un cycle de la PNL, ben, j'ai tout de suite, voilà, ça m'a tout de suite emballé, le concept, l'idée, la vision qui était derrière, les valeurs. Tout ça, ben, ça m'a vraiment emporté. Du coup, on a travaillé pendant à peu près 1 an à préparer cette application. Et j'ai été, voilà, ça a été pour moi le point de bascule. J'ai pu, si tu veux, engager tout ce que j'avais en moi, cette créativité qui cherchait à sortir, ces idées qui cherchaient ben, un échange avec une autre personne, voilà, de réaliser, de faire quelque chose. Ben, tout ça s'est matérialisé avec ma rencontre avec Paul Pironnet et le développement de l'application. Okay, donc voilà était le plus. Donc du coup, je travaille avec Paul et le sujet arrive que ben, je vais travailler pour Paul dans l'application, même si je suis salariée. Donc il me propose à un moment de me rémunérer, puisque je passais énormément de temps, je passais tout mon temps libre, etc. Et puis, ben, d'un point de vue business, c'était mieux de formaliser notre partenariat. Et du coup, ben, la question s'est posée, ben, quel statut? J'étais pas du tout préparée à ce genre ben, de changement. Je me suis posé la question, est-ce que je dois laisser mon travail? Bon, enfin bref, toutes ces questions. Et puis finalement, je me suis dit, ben, je vais rajouter un slash, je vais être salarié et entrepreneur et développeur d'applications. Et voilà, c'était le début de mes premiers slash. Donc voilà, la première question, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur ben, quel statut, etc. Donc bah, pour ma part, j'ai juste j'ai choisi un comptable et je lui ai demandé, je lui ai dit voilà ma situation, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Et du coup, je ne me suis pas trop posé de questions sur le statut.
puisque étant salariée, finalement, je n'étais pas dans un, comment dire, j'étais plus dans une notion de garder un petit peu ce revenu complémentaire comme un investissement, comme voilà, je partais pas sur un revenu additionnel, donc du coup, ça a été assez facile de trouver le statut qui convenait, et puis voilà. Ok, donc tu C'est es c'est resté. une c'est une chose qui est aussi, que j'ai trouvé avec des personnes auxquelles j'ai parlé, c'est de chercher, ben, des avis de personnes professionnelles. C'est-à-dire, ne pas hésiter à demander, à toi, Eliane, par exemple, ben, quel statut je dois choisir, de demander à des professionnels, à des gens qui s'y connaissent. Parce que ce qu'on peut trouver sur internet, ben, c'est très limité, c'est toujours la même chose, et je recommande toujours ben, passer un coup de fil, à un avocat heu, ou un comptable. Le conseil, après tout, il est gratuit, au téléphone. Souvent, on a beaucoup d'informations, sans rien payer, mais il y a encore cette idée que si j'appelle un avocat, il va me facturer ou ce genre de choses, alors que ce n'est pas du tout le cas. Oui, ça dépend. On a beaucoup d'avocats aujourd'hui qui maintenant, effectivement, font payer quand même une Oui, consultation ou autre chose parce que oui, il oui, oui, ça dépend faut, le niveau de conseil, effectivement. complètement. Mais là où tu as complètement raison, c'est que ce qu'on trouve sur Internet, effectivement, c'est bien, mais c'est une base, Voilà. simplement. En fait, il faut vraiment après voir comment ça s'adapte. Et ça, je suis complètement d'accord. Et je te remercie d'ailleurs de l'avoir souligné parce que c'est pas toujours effectivement que c'est souligné et ça pose il y a des fois pas mal de soucis complètement. Maintenant, effectivement, donc pendant pas mal de temps, en fait, tu as eu statut salarié et à côté, on pourrait dire quelque part auto-entrepreneur en complément avec Paul Pironnet. Et l'application, Oui, c'est petit pas, c'est ça. tout à fait. Alors, donc j'ai commencé à travailler sur, l'application Petit Pas, et ce que Mhm. je n'avais pas anticipé, c'est, ce qui allait arriver derrière. C'est-à-dire, Alors, ce qui allait arriver derrière, c'est-à-dire, pour moi, c'était un projet qui allait peut-être se terminer dans 6 mois, 1 an. Je ne pensais pas à une continuité sur, plusieurs années, puisque ça fait maintenant 3 ans, presque 3 ans que, oui, au moins 3 ans, que je travaille et que je collabore avec Paul sur l'application. Hem et et surtout, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, c'est cette façon de dire, bah, tous les jours, je me lève et je suis, super contente de me lever, de toutes les choses que je vais faire aujourd'hui. J'ai même hâte de me lever le matin et de commencer mes journées. Et en 3 ans, je n'ai pas eu un jour où je me suis dit: «Oh, non, c'est pas ça». Et là, j'ai vraiment vu la différence entre, bah, être salarié et être engagé dans quelque chose, dans un projet qui porte, par les valeurs, par le concept, par, la vision, encore une fois, et puis aussi de travailler auprès bah, d'une personne, inspirante, et aussi, voilà, qui qui est vraiment, qui est aussi avancé professionnellement, donc avec lequel, on peut, vraiment, grandir, professionnellement. absolument, absolument. On est tout à fait d'accord. Je connais aussi Paul Pironnet pour beaucoup de choses et je partage complètement ton avis. Mmh. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, finalement, tu es passé quand même de ce statut, tu as laissé tomber enfin, le statut de salarié Oui, pour devenir vraiment indépendant. Et donc de là, oui, travailler sur Calliope Express, etc. également. voilà. Là, tu as créé déjà Calliope Express ou pas? Alors Calliope Express, c'est quelque chose que je lance, Ah, maintenant, d'accord. heu, parce que ça fait déjà 2 ans et demi que, au sein de l'entreprise où je travaillais avant, j'avais demandé à changer de la transformation digitale. Je suis passée au e-learning,
On m'a dit, bah, toi qui fais du digital, tu t'en sortiras très bien, mais entre développer des logiciels ou des applications et faire des cours en ligne, ben, oui, il y a l'outil digital en commun, mais faire des formations, c'est un autre métier, quoi. Donc voilà. Et à travers en travaillant 2 ans et demi sur des cours en ligne, j'ai également abordé les sujets Calliope et j'ai remarqué que c'était quelque chose, c'était une question qui revenait souvent. Est-ce que je dois être Calliope? Est-ce que je dois être Calliope? Et j'ai accompagné plusieurs personnes à devenir Calliope. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer mes services dans ce domaine ou dans le domaine du e-learning ou dans le domaine de la formation tout court. Donc voilà, je suis en train si tu veux, rassembler plusieurs cordes de mon arc pour en faire une belle harpe et pour pouvoir harmoniser toutes ces compétences sur une offre qui tournera autour de la formation. C'est ce que je suis en train de construire, un peu de rationaliser tout ce que je fais. C'est absolument génial. Une des questions qui s'est posée, c'est la question justement de la compétence, parce que comment on passe de développer des applications métiers à développer des applications grand public, c'est pas du tout la même approche graphique, c'est pas du tout, voilà, l'application Petit Pas, c'est une application pour le micro-changement, c'est une application qui est très sophistiquée. On a un outil gratuit qui permet de faire des messages, enfin de se faire de l'auto-coaching. Donc, on n'est plus sur de l'automatisation de process où on appuie sur un bouton, ça envoie une feuille de congé à droite à gauche. Donc, déjà, en termes je dirais, de compétences, le développement de l'application Petit Pas m'a fait, si tu veux, réaliser que dans ce domaine-là, j'étais assez généraliste. Donc, ça m'a permis, si tu veux, de démarrer, de pouvoir accomplir plusieurs choses dans plusieurs domaines. Mais on est toujours dans cette... si je rebondis sur le rôle de l'entrepreneur, c'est comment je passe de mon métier de base, de ma compétence ou de mon expertise à autre chose, quoi. Comment je passe à être coach et puis soudain, ben, je dois animer voilà, ma présence sur les réseaux sociaux, je dois préparer mon bilan. Enfin, c'est la démarche d'apprentissage qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi? Parce que souvent, ben, je l'ai eu un petit peu avec toi, on a ce débat entre est-ce qu'on peut se lancer quand on est un généraliste? Est-ce qu'on peut se lancer quand ben, on n'a pas de formation en cours en ligne, on n'a pas de formation au Calliope? Comment est-ce que je peux me lancer même si je n'ai pas beaucoup d'expérience? Et la réponse, elle est oui, parce que si on attend d'être un expert sur un domaine, ben déjà, ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est ce que enfin, mon expérience, c'est que j'ai appris en faisant. J'ai appris avec mes clients. Parce que derrière Petit Pas, j'ai eu l'opportunité de développer d'autres applications et même si je ne suis pas développeur, hein, j'ai appris avec mes clients et c'est en faisant finalement. Comment dire, on apprend en marchant, hein, donc du coup, c'est mon motto. Et Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que donc tu passes effectivement, tu crées, tu travailles maintenant indépendamment, enfin en indépendant en fait sur Petit Pas, ce qui t'amène de la visibilité en fait quand on commence à être indépendant. Comment on la travaille? Comment toi tu l'as travaillé? Parce que Paul Pironès c'est bien, mais pour avoir d'autres clients qui viennent derrière, il faut être visible, il faut commencer quand même à être connu. Comment on fait quand on s'installe? Comment a fait Nathalie quand elle s'est installée pour pouvoir dire coucou, je suis là, et puis avancer un petit peu? Alors oui, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'application Petit Pas, enfin je suis toujours dans l'application Petit Pas, mais j'ai trouvé un autre client, c'est Oppo. Les téléphones Oppo, c'est le deuxième fabricant mondial de téléphones. Et là, je pense que
je dirais, les critères de réussite d'obtenir un client comme ça a été vraiment enfin, une combinaison de plusieurs choses. La première chose, même si on n'est pas un expert, c'est au moins d'avoir une offre qui soit claire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être hyper précis sur ce qu'on fait, mais de dire, ben voilà, j'ai cette offre et je peux accompagner mon client sur 3, 4 usages, 3, 4 services, et ça, c'est bouclé. Le, le positionnement précis, etc., tout ça, ça vient un petit peu plus tard. Ce que j'ai trouvé dans le développement d'applications, c'est une offre et 3-4 exemples de choses sur lesquelles je pouvais accompagner un développement d'application. Ok, mais alors après, comment est-ce qu'on va justement trouver les autres? Trouver ce client. Comment trouver le client derrière? Alors, ok, je prends conscience de. D'accord. J'ai appris des choses, c'est bien, mais oui. Il faut pouvoir les vulgariser, en fait. Oui, oui. Alors, l'un des inconvénients du salariat, c'est que finalement, si on reste un petit peu plan-plan, c'est qu'on appauvrit son réseau professionnel. C'est-à-dire que le réseau professionnel, si on n'a pas une fonction qui nous permet d'aller à beaucoup de, je sais pas moi, d'expositions ou de réunions, rencontrer des tas de clients, ce qui n'était pas mon cas puisque je travaillais avec des clients internes, c'est que mon réseau professionnel était devenu interne. Donc du coup, j'ai dû retravailler mon réseau avant de rejoindre mon application, enfin mon entreprise. Et là, c'est-à-dire repartir à la recherche des personnes sur LinkedIn. Hello, comment ça va? Ça fait 10 ans, qu'est-ce que tu deviens? Et puis là, finalement, j'ai pu réétablir des liens avec des personnes que je connaissais. Il y avait une réunion, par exemple, de mon ancienne université, des anciens de l'université, j'y suis allée. Je ne les avais pas vus depuis un certain nombre d'années. Et puis, je me suis représentée. Et puis, avec mon offre, qui n'était pas très claire, mais avec mes 3-4 exemples d'usage, eh bien, j'ai pu, si tu veux, recommencer à reconstruire des contacts. Des contacts. Et ensuite, derrière, j'ai préparé une présentation et j'ai dit, voilà, maintenant, c'est ce que je fais. Je suis Nathalie, je fais ça. Je suis engagée dans cette application. On a déjà, voilà les résultats qu'on a eus. Et j'ai commencé à lister, par exemple, j'ai commencé avec une vingtaine de personnes et j'ai demandé j'ai envoyé ma présentation. Ensuite, j'ai appelé ces personnes. C'est des personnes que je connaissais d'avant ou aussi des collègues en interne qui travaillent sur d'autres filiales, etc. J'aurais dit, voilà, ou qui sont partis de l'entreprise avec lesquels j'avais gardé des contacts. Et j'ai envoyé ma présentation en leur disant, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est l'activité que je souhaite développer. Et ça a pris un petit peu de temps. Mais en appelant régulièrement, en se disant, voilà, on donne une petite note, un petit coucou de temps en temps et on se tient au courant de ce qui se passe dans les entreprises, des personnes qu'on contacte, et finalement, on arrive un peu à ancrer la mémoire de quelqu'un, de dire, tiens, je connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas, puisque c'est une personne de mon réseau qui m'a recommandé à un chef de projet chez Oppo. Et je suis arrivée comme ça chez Oppo en faisant une présentation de ce que j'avais fait, d'où je venais, etc., comme je le fais ce soir. Et ça a pris un peu de temps, ça a pris 6 mois, mais finalement, ensuite, j'ai pu travailler avec eux sur une application de gestion de flotte. Voilà, encore une application métier, mais voilà, avec une grosse entreprise, quoi. Parfait. Écoute, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc, après, quand on se lance, Nathalie, on doit être quand même confronté à des difficultés, à des contraintes, à du stress. Ah oui. C'était quoi pour toi, tout du moins, quand tu es passé en indépendant, le dialogue interne, en fait, le discours, les difficultés, les peurs, comment tu les as?
C'était quoi et comment tu les as dépassés en fait? Comment tu as avancé là-dessus? Je dirais que dans un premier temps, je n'ai pas quitté tout de suite mon emploi. Je Mmh. suis passée à temps partiel. Et le temps partiel m'a permis, ben, de tester un petit peu ce que je faisais, où j'allais. Et c'est là où j'ai eu, ben, cette offre d'OPPO ou même, quand j'ai commencé à construire mon parcours Calliope, par exemple, où je me suis rendu compte, ben, je peux plus tout faire. Je peux plus tout faire. Donc quand j'ai, hem une autre des choses quand on est salarié, c'est qu'on ne prend pas beaucoup de décisions qui nous Mmh. impactent. On prend des décisions pour la boîte, et puis ben, si on se trompe et que bon, ben, c'est la boîte qui paye, et voilà quoi. Donc, on a un niveau de responsabilité, je dirais, enfin, à part si on est DAF ou si on est enfin, directeur financier, mais je veux dire, quand on est cadre opérationnel, etc., on n'a pas beaucoup de chance de prendre la mauvaise décision, parce que principalement, il y a toujours deux ou trois niveaux au-dessus qui valident les budgets ou les dépenses, etc. Donc, à ce niveau-là, je dirais que le niveau de décision, il est vraiment partagé entre plusieurs niveaux. Quand on est indépendant, quand on signe le chèque, et c'est nous qui prenons la décision, et c'est pas du tout ben, la même chose. Donc la peur vraiment a été pour moi ben, de me dire je quitte une société dans laquelle ben, j'ai la sécurité de l'emploi pour plusieurs années. Je suis bien rémunérée. Travaillant dans un grand groupe, il y a tous les avantages. Donc, il y a le côté sécurité. C'est un petit peu cette cage dorée de la grosse entreprise. Et du coup, c'est ce qui a été pour moi le plus difficile à lâcher. Donc, j'avais toujours cette voix intérieure qui revenait, mais Nathalie, bah, c'est pas maintenant, à ton âge, avec ce que tu as fait, avec voilà. Du coup, il y avait cette voix intérieure sur laquelle il a fallu que je travaille et de me dire non, maintenant c'est le moment de passer à autre chose. Euh, Après, quand la décision est prise, je crois que il y a encore ce petit moment de dire mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, revenir en arrière. Mais non, la décision est prise. Après, il faut aller de l'avant, plus penser. Et puis, c'est aussi se dire que, ok, j'ai lâché un boulot, mais j'ai des compétences, j'ai de l'expérience, je retrouverai toujours un travail, quel que soit si j'ai été 10 ans en transformation dans le digital dans une entreprise, ou développeur de cours en ligne, ou développeur d'applications. euh, Enfin, dans le digital, on retrouve toujours une, un travail, mais ça, c'est valable aussi pour tout le monde. Si vous avez déjà eu un emploi, c'est que quelqu'un vous a donné un contrat de travail pour les compétences que vous avez aujourd'hui. Donc, du coup, demain, ça sera la même chose, et ça sera peut-être l'occasion de faire autre chose. Voilà. Oui, absolument. Et c'est vrai que bien souvent, quand on voit effectivement des salariés, on a tellement l'habitude après d'avoir, comme tu le disais d'ailleurs au début, une carrière un petit peu linéaire avec je sais faire, que quand on se trouve face à un changement, alors que ce soit un changement de travail salarié d'ailleurs, ou que ce soit un changement de, comment dire, changement de domaine, de passer de salarié à indépendant, on a toujours effectivement, et surtout quand on arrive après à, bon, je dirais à partir d'une quarantaine, à peu près 40 ans, 40, oui, à peu près 35-40 ans, on a toujours effectivement le truc de dire, mais est-ce que je suis pas trop vieux pour, en fait? Est-ce que j'aurai la capacité de pouvoir savoir autre chose? Et on se bride, en fait, complètement à ne pas évoluer. Et c'est justement extrêmement important, parce que tu parlais de tout ça, et tu Mm. parlais de ta petite voix intérieure, mais la petite voix qui te disait effectivement, Nathalie, tu as un boulot, tu as un machin, qu'est-ce que tu fais, etc. Est-ce que Mm. ces réflexions-là, tu les as aussi entendues de l'extérieur et comment ça t'a impacté? Absolument, absolument, parce que je suis devenue entrepreneur à 53 ans. Ou à 54 ans, je ne sais plus. Enfin bref, à un moment où on pense plutôt ben, à sa fin de carrière, euh, voilà, où
on a plutôt tendance à penser vacances, ralentir un petit peu le rythme de travail, passer sur d'autres projets, je sais pas, prendre des nouveaux hobbies, etc. Et du coup, c'est ça, je dirais, cette vision des choses, de faire des nouvelles choses, de repartir sur des nouveaux projets, de construire tout à partir de zéro, de ne pas savoir comment demain, comment ça va se passer, etc. Oui, effectivement, mon entourage m'a dit que j'étais un petit peu tête brûlée, de tout jeter aux orties et de recommencer quelque chose de nouveau. Mais je pense que si je ne l'avais pas fait, je serais passée à côté de quelque chose. Je ne regrette pas du tout, même si ça a été difficile, parce que et finalement, c'est dans les difficultés qu'on se rend compte qu'on a de la ressource et que voilà, et qu'on a j'irais de la résistance. Résistance. Alors, pas de l'obstination, parce que l'obstination, c'est faire toujours la même chose et penser que ça va, le résultat va être différent. C'est vraiment voilà, de la résistance dans, bon, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pense encore au fait, voilà, de proposer mes services, et ben, avant de trouver une personne, ça m'a pris 6 mois, mais et j'ai reçu, voilà, on m'a dit: «Oui, bah, très bien, c'est bien, je t'appellerai». Mais c'est, voilà, trouver toujours un angle, dire: «Ben, voilà, tiens, je t'apporte une nouvelle, je partage ça, ça peut intéresser ton entreprise ou autre». Est-ce que voilà, et c'est aussi apporter, des choses aux gens qu'on contacte, de dire: «Ben, j'ai trouvé ça, je te partage cette information que j'ai trouvée qui est pertinente pour ton métier, ton entreprise». Et c'est ce qui fait qu'on entretient le lien, et un jour, ben, voilà, on a le retour un petit peu d'ascenseur en disant: bah, «Tiens, j'ai pensé à toi pour ça». Voilà. Je comprends d'autant mieux ce que tu dis qu'effectivement, moi, la première entreprise que j'ai créée, j'avais 59 ans, tu vois. Voilà. Donc, effectivement, il y a des fois des sursauts, des envies, en fait, quelque part, de liberté, de connaissance, d'indépendance. Oui. Et si on ose, en fait, se l'avouer, et si on ose aller dedans, en fait, après, on s'ouvre un champ absolument formidable. Moi, j'ai commencé l'entreprise comme assistante et secrétaire juridique, et tu vois, il y a 2 ans et demi que je lance effectivement du coaching et des interviews depuis 6 mois, et aujourd'hui, j'en ai 65. Donc, voilà, si vous écoutez en live, il faut que ce soit en live ou en replay. Prenez juste conscience que quelque part, quand vous avez une envie, quel que soit le moment, c'est possible, et qu'en fait, on est les seuls à se freiner en se mettant des barrières qui, à des fois, n'existent pas. Oui, effectivement, il y a tout ça, et il y a peut-être encore autre chose, c'est de se retrouver seul. C'est la solitude de l'entrepreneur. Quand on est dans une entreprise, ben, on a des collègues, il y a des process, il y a des clients, enfin tout est là. Quand on passe l'entrepreneuriat, eh ben, on est seul avec son téléphone et son ordinateur, et c'est pas du tout. Là, on ressent la solitude de l'entrepreneuriat. Oui, c'est bien pour ça que les réseaux d'entrepreneurs, etc., existent, et que oui, voilà. Il faut surtout ne pas hésiter à aller contacter d'autres entrepreneurs. Et ça, je le dis dans le cadre de cette interview, mais vous qui nous écouterez peut-être plus tard en replay ou autre chose, je vous le dis aussi, si vous voulez vous lancer, oui, l'entrepreneur est seul face à cette décision, mais n'hésitez jamais à contacter, à vous mettre en groupe d'entrepreneurs, à aller en chercher d'autres pour pouvoir effectivement interagir et pouvoir ne serait-ce que exposer. Il y a des fois des difficultés parce que les cerveaux collectifs, ça aide quand même pas mal. Tout à fait. Et il y avait une autre chose aussi, Eliane, que tu as mentionné auparavant par rapport à chercher des premiers clients. Moi, ce qui m'a aidé aussi à développer un réseau, c'était de proposer des services de consultants,
voilà, de démarrage de projet, mais de façon gratuite. Donc, du coup, ça m'a permis de construire un portefeuille de projets avec des références, avec des gens avec lesquels j'ai travaillé. Sur des courtes durées, ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, un site internet qu'il fallait optimiser pour être e-commerce, voilà, des petits projets comme ça, faire un réseau d'entreprises, ce genre de choses, enfin dans des domaines assez variés, je dirais. Et justement, Calliope est arrivé comme ça. On m'a dit, ah bah tiens, toi qui travailles dans un centre de formation, est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai mon audit bientôt. J'ai eu deux, trois soucis la dernière fois. Est-ce que tu peux t'assurer que tout est d'aplomb? Et voilà, Calliope est arrivé comme ça sans que je pense à être voilà, consultant Calliope. Et du coup, faire des projets, proposer des choses à des personnes, d'aider, de participer à des projets de façon, je dirais, bénévole ou gratuite ou à titre gracieux du moins, ça permet vraiment de montrer déjà ses compétences, et de faire, surtout auprès des entrepreneurs, de se faire connaître auprès peut-être de futurs clients sur les domaines dans lesquels on a une expertise. Donc j'ai trouvé par exemple pour Oppo, j'avais créé des apps fictives, parce que je n'avais pas un portefeuille très développé. Donc j'ai fait des simulations d'app alors que ce n'était pas vraiment des projets, mais ces simulations ont permis d'être un point de discussion, par exemple. Mais voilà, un point de discussion et puis quelque part un point d'appui aussi, parce que même si tu ne les as pas vraiment fait, ça participait malgré tout de l'expérience que tu avais. Voilà. Il y a aussi une dernière chose que je peux recommander pour trouver des clients, c'est de rentrer dans des réseaux où il y a des réseaux d'entreprises. Alors, comment on fait ça? Pour ma part, je suis rentrée dans les instances locales de la FFF, la Fédération française de football, et j'ai intégré le réseau sponsor qui représente une trentaine d'entreprises. Donc là, il y a aussi bien la petite entreprise comme, je sais pas moi, l'électricien du coin jusqu'au Volkswagen, enfin des très très grosses entreprises. Et par le biais de réunions, etc., on apprend à pouvoir communiquer sur ces services. On a l'oreille de décideurs et voilà, de personnes qui peuvent éventuellement devenir des clients plus tard. Et c'est le panel d'entreprises qui sponsorisent le sport qui est intéressant et qui permet également de se créer un réseau de futurs clients. En fait, le gros point quand on démarre, c'est effectivement de se créer un réseau. Parce que sans réseau, de toute façon, on n'avance pas. Voilà, absolument. Oui. Nickel. Merci tout ça pour ces petites clés. Ça a marché pour moi, donc je le partage. Ces petites clés dont tu parsèmes effectivement cet entretien et qui sont tellement importantes en fait quand on démarre sur ces prises de conscience qu'on n'a pas forcément, absolument. Tout à fait, tout à fait. Donc, les premières réalisations, effectivement, on a parlé de petits pas, on a eu le Oppo pardon, oui. qui est un autre client, etc. Mais moi, je voudrais quand même savoir, Nathalie, quand on se lance comme ça, quand on est aussi impliqué que tu l'es en fait dans cette vie entrepreneuriale, parce que on voit bien que c'est quelque chose qui te soulève en fait, qui te plaît énormément. Comment on gère, c'est vraiment un gros point à chaque fois, comment on gère l'équilibre vie pro, vie perso? D'autant plus, toi, indépendant, mais d'autant plus lâcheur, c'est-à-dire avec plusieurs activités, plusieurs domaines d'activité et peut-être plusieurs projets en fait qui sont différents et qui demandent pour chacun probablement 100% d'investissement au moment où tu les traites. Oui, effectivement, je me suis retrouvée à un moment avec beaucoup de travail.
en étant salariée à temps complet, plus mener 2 projets de front. Du coup, il a fallu, oui, effectivement, faire des choix. Enfin, avant que je puisse quitter mon entreprise et que je me dédie à mon activité à temps complet, ce que j'ai fait, ce que j'ai tout de suite fait, c'est organiser mon activité. Donc, dès que on commence à avoir de l'activité, c'est ne pas hésiter de prendre des assistants virtuels, par exemple. Donc, j'avais trouvé une étudiante qui travaillait pour moi 3 heures, 4 heures par semaine. Et ça, c'était suffisant pour traiter certains mails. Elle me faisait ma comptabilité. Voilà, elle m'assistait sur des tâches que je pouvais déléguer. Donc, la façon dont je me suis prise, c'est que j'ai demandé autour de moi s'il y avait des personnes qui seraient intéressées. Enfin, mon fils, à l'époque, partait à l'université. Donc, du coup, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a recommandé quelqu'un qui m'a accompagnée pendant 2 ans. Et qui a travaillé pour moi sur différents domaines, par exemple de la recherche, faire des présentations, faire voilà, concevoir des slides pour mes cours en ligne au niveau du design, par exemple. Donc, j'ai pu déléguer pas mal de choses. Et ça, je le recommande vivement, de trouver une étudiante ou un étudiant et d'avoir quelqu'un comme ça qui peut aider, même si c'est 1 heure ou 2 heures. C'est important de pouvoir déléguer certaines tâches. Après, l'équilibre vie perso et vie pro, bien, c'est déjà bien l'annoncer en départ, de bien fixer les choses en disant, ben voilà, maintenant j'ai une activité et on va un petit peu réorganiser les choses. Et c'est juste de dire franchement de quoi on a besoin pour que tout marche bien. Donc si ça sera peut-être un peu moins de temps en cuisine, ça sera peut-être pour mon fils un peu plus de temps sur la planche à repasser, mais c'est une question de poser un nouveau cadre finalement, de dire voilà, une nouvelle organisation. Une question de communication aussi pour que ce soit accepté par les autres. Donc voilà, de savoir poser les contraintes et les besoins qu'on peut avoir par rapport aux différents domaines de vie. Voilà, c'est important d'avoir le soutien des personnes avec qui on partage notre vie, pour, disons, parce que on peut pas vraiment être serein si cet aspect-là n'est pas, comment dire, voilà, si c'est l'histoire d'être dans une bonne ambiance, un bon environnement, et après, de de, de voir nos besoins et de réorganiser la vie. Parce que c'est un peu une illusion de se dire que je vais vivre comme avant, en faisant des nouvelles choses. En apprenant, en allant démarcher, en étant au téléphone à 7 heures du soir, ou le week-end, etc. Non, le côté professionnel, quand on est indépendant, malheureusement, il ne s'arrête pas le vendredi à 4h30, parce que si un client vous appelle à 5 heures, vous avez le choix de ne pas répondre. C'est un choix. Personnellement, je fais le choix de répondre parce que mon comptable, même si je lui laisse un message à 7 heures du soir, il va me rappeler. Et j'ai été super étonnée. Je lui ai demandé comment ça se fait qu'il me rappelait à 7 heures du soir, que j'ai beaucoup apprécié. Il m'a dit, je travaille pour des entrepreneurs. Et souvent, les entrepreneurs sont disponibles après leur journée de travail. Et je comprends ça. Et parce que je me suis spécialisée dans les entrepreneurs, je prends des appels à 7 heures du soir. Mais encore une chose, c'est un choix. C'est un choix, mais voilà, c'est pas une obligation. Hein. Chacun voit comment. C'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais il y a quand même une importance, quelque part, à certains moments, de se privilégier soi, parce qu'autrement, on finit quelque part par se perdre et peut-être par arriver aussi par une concentration énorme de travail, peut-être effectivement à de la fatigue, à de la dépression, voire ça peut mener au burn-out aussi. Donc, il faut aussi trouver l'équilibre pour pouvoir
Travailler peut-être beaucoup, oui, parce que c'est le principe des entrepreneurs, effectivement, avec toutes les casquettes qu'on peut avoir, mais aussi apprendre à, quelque part, à avoir des moments pour soi, pour se préserver, en fait. Oui, absolument, Eliane. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose aussi, une autre chose qui est importante, c'est la planification des tâches. Et pour moi, la planification des tâches plus l'assistante virtuelle, c'est ce qui m'a permis de mener de front un projet. Déjà, j'étais engagée à 80% de mon temps sur Petit Pas et les 20% sur mon autre projet. C'est ce qui m'a permis vraiment de faire plusieurs choses de front. La planification des tâches, c'est simple, on a tous dans Outlook une planification et de se dire, voilà, sur cette plage horaire, je vais faire ça et personne ne me dérange. Je mets mon téléphone en mode avion et je me consacre à mon business plan ou à mon plan financier ou à ma comptabilité ou ma facturation, enfin tout ce qui est important pour la vie de l'entreprise. Et voilà. Ou alors, je dis, voilà, 3 soirs ou ce soir-là ou 2 soirs par semaine, c'est le temps où je vais faire d'autres choses que regarder des vidéos YouTube pour apprendre un nouveau truc ou lire un bouquin, etc. Donc vraiment, c'est, comme tu dis, d'avoir du temps pour soi ou faire du sport. Très bonne. Je crois que sans le sport, je ne serais pas arrivée parce que c'est quelque chose qui est vraiment, comment dire, pour évacuer le stress, pour se sentir bien et avoir de l'énergie. Je crois qu'il y a une chose que j'ai retenue de mes cours PNL, c'est que tout passe par le corps. Et c'est bien, enfin, pour l'avoir expérimenté, c'est bien vrai. Enfin, pour ma part, ça a été... ouais, c'est super important de se garder des moments. Après, je voudrais revenir sur un point. Tu dis qu'effectivement, il est très, très important de pouvoir déléguer. C'est vrai que quand on peut le faire et quand on a une entreprise qui commence même simplement qui commence à marcher, c'est faisable. Mais quand on débute, quand on crée quelque chose, on n'a pas forcément les finances pour le faire. Oui, alors là, j'ai un truc. J'ai un truc pour vous, c'est que ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui recherchent des expériences professionnelles avec des entrepreneurs ou des entreprises, qui sont à la recherche de, comment dire, par exemple, sur l'application Petit Pas, eh bien, on a un étudiant qui regardait l'application, il est étudiant en informatique, il m'a dit, écoute, moi, ça me plairait vraiment de participer ou de t'aider sur cette application, hein, sans rémunération, mais parce que pour moi, comme c'est mon domaine d'activité, j'aimerais bien voir concrètement ce que j'apprends à l'école parce que je suis à l'université et j'ai pas beaucoup de projets et du coup de comprendre comment ça marche, comment on fait de la gestion de projet, comment on va tester une application. Alors lui, il est sur une phase d'apprentissage et aussi il va pratiquer un petit peu son futur métier. Et puis pour nous, c'est toujours intéressant d'échanger avec des gens qui sont en apprentissage à l'école et avec qui on peut discuter de beaucoup de choses. Alors après, on n'est pas dans un cadre formalisé de stage, etc. Puis ça reste que des choses ponctuelles, mais on a la possibilité de dire est-ce que ça t'intéresse de m'aider sur un mailing ou de faire un petit truc comme ça, que ce soit en famille. Moi, je ne cherche pas des gens sur Internet, hein, c'est des gens que je connais qui me demandent tiens, j'aimerais bien t'aider. De la même façon que j'ai fait avec Paul. Quand il m'a parlé de l'application, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, bien sûr que je vais t'aider, bien sûr que ça m'intéresse. Et on a commencé comme ça, à travailler sur cette application pendant un petit moment. Et pour moi, ce n'était pas du travail, c'était juste de l'expérience, c'était juste un projet nouveau qui était hors de mon cadre et qui m'intéressait. Et voilà. Donc, du coup, on n'est pas sur dans ce cadre-là, c'est des petites missions ponctuelles qu'on peut. Il suffit de demander autour de soi. Moi, j'ai trouvé facilement plusieurs personnes qui me viennent et qui me disent je voudrais travailler là-dessus, j'aimerais avoir un peu d'expérience. Et du coup, on peut intégrer des personnes comme ça sur des petites choses ponctuelles
en observation ou bien en leur donnant des petites tâches. Par exemple, tester l'application, typiquement. Voilà. Pour des Donc, en personnes. fait, la clé que tu nous donnes, c'est quand on démarre, chercher autour de nous effectivement des gens qui pourraient nous filer un coup de main, donc des alliances quelque part. Et Voilà. puis, si on va peut-être un peu plus loin, je dirais, s'adresser à des écoles professionnelles en fait et proposer peut-être, et on n'est pas forcé de rémunérer, il y a des… Voilà. Tu sais, toi, il y a des barèmes, il y a des obligations, il y a des minima de rémunération. Alors, pour les stages, par exemple, pour les stages BTS, il n'y a pas besoin de rémunération et les personnes peuvent travailler, je crois, pendant 1 mois ou 2 mois sans rémunération et c'est tout à fait intéressant. Après, il faut avoir la capacité d'accueillir la personne, de pouvoir lui fournir un ordinateur si elle n'en a pas. Je dirais que la contrepartie, c'est quand même de passer du temps pour former la personne. Donc, de prendre une ressource à l'extérieur, surtout une ressource étudiante qui n'a pas beaucoup d'expérience, il faut vraiment cadrer les tâches qu'on peut donner et également voilà, c'est une aide qui est ponctuelle ou une aide voilà, qui est sur des tâches. Voilà. Je pensais par exemple pas forcément sur les tâches, mais on est beaucoup, il y a des fois d'entrepreneurs, etc. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs débutants, je dirais, qui ont effectivement, par exemple, besoin de photos ou d'un léger reportage ou de choses comme ça. On peut éventuellement s'adresser à ce moment-là à des étudiants en art ou autre chose pour leur proposer contre peut-être 1 heure ou autre chose d'un shooting. Et ça marche. Oui, absolument. Souvent, ces personnes sont aussi freelance. Je suis vraiment aussi enfin, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes, même étudiants, qui sont déjà slasheurs, qui sont voilà, multitâches sur beaucoup de domaines, notamment dans le digital. Souvent, ils sont auto-entrepreneurs. Tous les étudiants avec lesquels je collabore sont tous auto-entrepreneurs. Donc, du coup, ça facilite beaucoup les choses. Je vois que l'auto-entrepreneuriat est assez répandu chez les étudiants et c'est une bonne chose pour les entreprises qui démarrent. Voilà. Très bien. Merci encore une fois pour cette clé. Voilà. Comme ça fera une question en moins que j'aurais à te poser puisque tu nous les as disséminées tout au long de cet entretien alors que j'ai l'habitude généralement de demander effectivement 2 ou 3 clés pour les entrepreneurs débutants, mais je pense que vous soyez en live d'ailleurs ou en replay et quelle que soit votre manière de regarder peut-être cet entretien, regardez-le en entier parce que vous allez avoir à différents moments des petites clés, des petites touches comme ça, des petites astuces de Nathalie qui sont extrêmement importantes pour les gens qui démarrent et d'ailleurs pour tous les entrepreneurs quels qu'ils soient parce que les astuces que tu donnes, c'est effectivement quand on démarre, mais ça peut être aussi pour des entrepreneurs pour, je dirais entre guillemets, réduire d'une certaine manière leurs frais aussi. Et oui. Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est quand même extrêmement dur de pouvoir maintenir une entreprise. Tout à fait, tout à fait. Moi, je voudrais te demander, Nathalie, si aujourd'hui tu te retournes sur toute ta carrière, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Qu'est-ce que tu pourrais en faire comme synthèse? Qu'est-ce que tu aurais envie de… Voilà, sur un global de ta carrière, qu'est-ce que tu… Alors, sur un global de ma carrière, à vrai dire, je ne changerais rien parce que j'ai eu une carrière très riche. J'ai fait 40 pays. Donc, du coup, j'ai eu plusieurs fonctions. Je crois que j'ai eu 22 métiers. Donc, du coup, ça a été une… dont 6 dans l'entrepreneuriat, hein, directeur financier, directeur marketing, etc. Mais je dirais que la seule chose que je peux regarder aujourd'hui, c'est le avant et après entrepreneuriat. Et c'est vraiment une autre aventure dans tous les sens du terme, que ce soit professionnellement, humainement.
C'est vraiment ça a vraiment été voilà, un autre cycle pour moi, un nouveau départ. Donc oui, c'était très bien voilà, mais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'était le bon moment pour le faire et voilà quoi. Donc pas de regrets et surtout beaucoup de joie à faire ce que je fais aujourd'hui, beaucoup d'enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi d'avoir j'ai pas le sourire permanent, hein, loin de là, mais sont tous les jours des problèmes intéressants. Chaque fois que j'ai un problème, je me dis, waouh, ça c'est intéressant à résoudre. Et voilà. Donc, Je si prends. je résume, en fait, pour être entrepreneur, quelque part, il faut être curieux. C'est ça? Oui, il faut être curieux, c'est-à-dire que il faut développer une capacité à, à se dire, bah, voilà, si je ne résous pas ce problème, je vais avoir des conséquences. Donc, c'est vraiment parfois se creuser la tête pour trouver une solution innovante. C'est-à-dire, et si je n'ai pas la solution, bah, qui je vais appeler, qui a la réponse. Donc, du coup, ça force vraiment à sortir de sa timidité si vous êtes timide ou de sa réserve si vous êtes un peu réservé. Parce que finalement, dans une entreprise, voilà, c'est un peu comme à la maison, on voit ses collègues tous les jours, on est confortable, etc. Maintenant, prendre le téléphone, parce que j'ai repéré sur LinkedIn la personne qui va pouvoir me dire comment je vais pouvoir facturer ou faire une activité particulière parce que je ne connais pas les réseaux sociaux, ben, c'est autre chose. Et c'est cette capacité à se dire, bon, bah, j'y vais parce que le maximum qu'ils puissent me dire, c'est non. Et je l'ai déjà mon nom si j'appelle personne. Et ça marche. Je peux vous dire que ça marche. Je contacte plein de gens sur LinkedIn pour toutes sortes de choses, pour l'application, beaucoup pour l'application. Et ça marche. Les gens voilà, 80% sont contents de donner un conseil ou répondre à un message. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai trouvé. Parce que si on me contacte pour un sujet sur Calliope ou sur le e-learning, je serais aussi ravie de répondre à une question. Donc, Eh du bien, c'est ce coup, que je disais encore tout à l'heure. Encore une fois, un tips, une clé oui, il faut. envoyée comme ça, juste Voilà, par gentillesse, en fait. N'hésitez voilà, pas à décrocher voilà. votre téléphone comme vous avez besoin. Oui, ou Quelque chose, vous pensez avoir trouvé la bonne personne. oui. Je trouve beaucoup de réponses à mes questions sur LinkedIn. Okay. Voilà, des gens que je repère sur des blogs ou sur des projets et je demande une connexion. Et ensuite, je leur dis, ben voilà, moi j'ai ce projet ou j'ai ce problème. Est-ce que vous pourriez voilà, me donner, vous, votre point de vue, sans rentrer dans des choses très compliquées. Mais voilà, j'ai pu trouver des réponses comme ça, euh, avec enfin, autant profiter de LinkedIn ou de Viadeo. On ne s'en rend pas compte, mais. Viadeo, c'est vrai que c'est un réseau qu'on n'utilise pas énormément. Il n'est Oui, pas extrêmement, enfin, il n'est pas extrêmement populaire non plus parce qu'au départ, il était quand même assez compliqué Viadeo. Hein. C'était quand même pas. oui, c'est ça. Il s'est C'est simplifié ça. peut-être un petit peu, mais ben, écoute, nickel. Et donc aujourd'hui, alors Nathalie pour demain, ça donne quoi? Alors, Nathalie pour demain. Nathalie a besoin quand même d'enlever, pas d'enlever quelques slash parce que ce sont des compétences qui sont un petit peu parallèles ou des activités parallèles. Et comme j'ai dit, le fil rouge, c'est le digital. Mais le futur, pour moi, c'est la formation, notamment la formation en ligne. Parce que ce que je me rends compte dans la formation et aussi dans le coaching, on passe par différentes phases. On va passer déjà par accompagner des gens ou former des personnes en individuel ou en collectif. Et ensuite, eh bien, quand on construit un peu son expérience, je dirais l'étape d'après, ça va
de transmettre son expérience en cours en ligne, par exemple, ou en distanciel, en classe distancielle. Et enfin, et là, je pense à tous les coachs, les compétences, je dirais, interpersonnelles, comme on les appelle dans la formation professionnelle, sont finançables par l'État et représentent une grosse partie des investissements en formation de l'État. Et pourquoi s'en priver de faire financer ces formations par l'État. Donc Calliope, c'est la dernière étape pour, par exemple, les formateurs indépendants ou les coachs qui veulent faire bénéficier des fonds de formation pour leurs clients. Après, il y a un cadre qu'il faut respecter, etc. Mais voilà, c'est mon prochain projet. Ça va vraiment être dans la formation. Et dans tout ça, je pense aussi à l'application Petit Pas, puisque l'application Petit Pas, c'est le micro-changement, c'est l'accompagnement au changement, et qui dit accompagnement au changement dit apprentissage. Donc, je pense que l'une des phases de développement de l'application passera forcément par de la formation, ou du moins des choses qui s'y approchent. Donc, du coup, ça rentre un petit peu dans la même tendance. Et voilà, ça sera la transmission des savoirs est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Surtout au moment de l'intelligence artificielle qui remet en cause voilà, beaucoup de choses au niveau des apprentissages, de la mémorisation Oui. Et de l'expertise en général. J'entendais effectivement il n'y a pas longtemps que au niveau administratif, en fait, près de 60% des postes actuels administratifs pourraient être remplacés dans les moins des 10 prochaines années, effectivement, par l'intelligence artificielle. Ça finit quand même, alors soit par faire très peur, soit par amener effectivement la conscience que on ne peut plus aujourd'hui rester simplement administratif, etc., avec toutes les aides en fait informatiques et oui qu'on peut avoir, et que si on veut continuer à pouvoir s'assurer en fait un certain train de vie, une certaine capacité de vie, il va falloir qu'on se prenne tous un petit peu par la main pour pouvoir évoluer. Oui. Pour pouvoir soit effectivement faire d'autres activités en indépendant ou pas, mais si c'est en indépendant, avec effectivement des capacités pour aller voir Calliope et obtenir des fonds et avancer. Oui. Et se faire accompagner aussi au changement, et je pensais pour ça effectivement aux coachs business ou aux coachs entrepreneuriaux. Oui. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais me faire un petit peu de pub, je suis aussi dans le coaching complètement, mais c'est vrai que je pense, moi, que les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, auraient quand même, et je trouve que c'est dommage, auraient intérêt à se faire accompagner bien souvent. Parce que ce qu'on lance, il y a quand même beaucoup de côtés qu'on ne voit pas, et c'est quand même dommage, après ça pose des problèmes. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai oublié de mentionner que quand j'ai lancé mon entreprise, et même avant, je me suis fait accompagner, coacher pendant 4 mois, à raison d'une session par semaine. Du coup, j'ai vraiment eu besoin justement un petit peu de changer, d'évoluer sur beaucoup de domaines. Ça m'a permis je dirais, c'est un peu d'enfiler un nouveau costume, le nouveau costume d'entrepreneur, et d'être salarié, de passer du salarié à l'entrepreneuriat. On ne se rend pas compte qu'on change d'identité. Voilà. Et c'est ce changement-là, de le faire de façon consciente, et aussi de pouvoir se projeter, de pouvoir déverrouiller certaines choses qui nous retiennent, et en finir avec des peurs, des choses comme ça. C'est tellement important.
Et quand tu dis qu'on change d'identité, effectivement, on quitte, quand on passe en entrepreneuriat, on quitte une identité que l'on connaît, qui est l'identité du salarié, vers une identité qui est quelque part un saut dans l'inconnu. Absolument. Et si on saute du 200e étage de la tour sans parachute, on risque fort de se faire très très mal sur le béton. Et je pense que le coach qui va accompagner est effectivement le parachute qui ne va pas forcément, enfin j'allais dire, va ralentir la chute, mais va tout du moins permettre de la gérer quelque part pour pouvoir effectivement aller plus loin. Oui, instinctivement, on revient à des automatismes, soit de salariés, de mode de pensée de salariés, etc. Et c'est le coaching, moi je le recommande vraiment à tout le monde d'intégrer ça dans la transition s'il y a une transition de salarié à entrepreneur, ça permet vraiment d'accélérer l'efficacité personnelle, professionnelle dans l'entrepreneuriat. Okay. Eh bien, merci pour cet entretien. On arrive à peu près au terme. On a un tout petit peu débordé, mais peu importe. C'est pas grave. C'était tellement intéressant et tellement parsemé de clés que je suis vraiment extrêmement contente d'avoir pu échanger avec toi ce soir. Merci à toi. J'étais très heureuse de participer à ton programme et qui est une super initiative parce que se lancer, ce n'est pas facile, surtout encore une fois quand on est seul et du coup on a aussi l'application Petit Pas pour se faire accompagner dans tous les changements qu'on peut avoir et c'est ce qui m'avait séduit à l'origine dans cette idée, c'était vraiment cette idée d'avoir le compagnon de notre changement dans la poche de notre pantalon, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tu fais bien de parler de Petit Pas puisque vous pourrez m'y retrouver aussi et qu'il y a effectivement des propositions en fait de découverte d'une heure de coaching qui sont à prix relativement abordable. Donc, soit effectivement, je crois que c'est 3 ou 4 fois 20 minutes ou une fois 1 heure. Oui. Voilà, il vous suffit d'être sur l'application et puis de solliciter en fait les entrepreneurs. Ouais. Et on vous répondra avec beaucoup de plaisir. Et beaucoup de contenu et des événements, effectivement, beaucoup de choses pour les transitions professionnelles et l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Beaucoup de contenu, beaucoup d'ateliers qui sont proposés et beaucoup aussi de tips, de conseils d'entrepreneurs, mais aussi de gens relativement connus dans le développement personnel, comme Paul Pironnet, comme Martin Latulippe, comme François Lemay aussi. Oui, effectivement. Oui, effectivement, c'est assez. C'est pas commun d'avoir toutes ces personnes, enfin ces leaders du développement personnel au sein d'une même application et de retrouver leur contenu, leurs conseils. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir tout dans un même endroit. Ouais. Absolument. Bien, écoute, nous allons clore pour ce soir. Je vous remercie tous ceux qui nous écoutent maintenant, qui nous écouteront plus tard. Il n'y a pas de souci, juste mettez-nous des petits commentaires. Vous savez que l'algorithme Facebook ou LinkedIn, je pense d'ailleurs, fait monter les vidéos à partir du moment où il y a des commentaires. Plus il y en a, plus les vidéos montent. Ce serait une façon de donner un petit coup de main en fait aux gens pour pouvoir la voir et pour peut-être en décider d'autres à vouloir se lancer. Quant à moi, Nathalie, je te remercie. On se retrouve après ce direct. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, également avec Cyril Guérard, qui est un formateur dans l'immobilier, qui fait des podcasts sur LinkedIn et qui, lui aussi, nous parlera un petit peu de ses débuts et donc nous emmènera un petit peu dans sa rame à lui
de métier. Je Très vous bien. souhaite à tous une bonne soirée. Merci à toi, Eliane. Au revoir. Merci. Au revoir.